Salam alaikum, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tejini Talk. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Rudy Verwoerd, le ministre-président du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale et bourgmestre de la commune des Verts. M. Verwoerd, bonsoir. Bonsoir. Je vais dire salam alaikum puisque vous... Alaikum salam. Alors, vous revenez du Maroc justement, où vous étiez à la tête d'une grande délégation, d'une importante délégation du gouvernement justement de la région de Bruxelles-Capitale, oui, dans le cas du jumelage que vous avez avec la région de Rabat, Salé, Zemour, Zéhir. Alors, qu'est-ce que vous avez fait exactement à Rabat, monsieur le ministre-président? On a fait beaucoup de choses à Rabat. Tout d'abord, c'est d'évaluer et faire le bilan des actions que nous menons maintenant depuis plus de 10 ans avec la région de Rabat. C'est un partenariat qui est un partenariat fructueux et qui se décline dans beaucoup de compétences qui sont les nôtres au niveau régional, que ce soit la politique des handicapés, politique de l'emploi, politique de la formation, politique sportive, puisque c'était l'occasion aussi d'assister au grand meeting international Mohamed VI, qui est organisé en partenariat avec notre région. Et donc on a à la fois confirmer nos accords et nous avons lancé de nouveaux accords pour les années qui viennent. Alors depuis quand vous avez ce partenariat ou ce jumelage avec la région de Rabat? Alors il se décline en deux temps. Je dirais le partenariat a démarré en 2001 en tant que tel sur des compétences qui étaient plutôt des compétences sociales, hein, donc comme je l'ai dit en matière de politique d'accueil de l'enfance, des handicapés, santé, prévention du cancer du sein, par exemple. Donc, c'est toutes des actions concrètes que nous menons avec nos amis de la région de Rabat. Et depuis maintenant 2008, un partenariat beaucoup plus concret en matière sportive par l'organisation de ce grand meeting. Alors, on va commencer par ce grand meeting. Donc, comment vous l'avez trouvé? C'est la première fois que vous assistez à un meeting à Rabat? Oui. C'était au complexe Moulay Abdallah? Exactement. C'est un meeting évidemment d'un niveau international avec des stars de l'athlétisme, des médailles olympiques, des champions olympiques, des recordman du monde. Et la seule chose que je puis dire, c'est que j'ai assisté à un meeting de haut niveau, bien organisé, dans une ambiance chaleureuse, ce que représente le sport. Alors vous avez dit que ça se fait ou ça s'organise en partenariat avec l'équipe qui organise le grand meeting Mémorial Van Damme ici à Bruxelles. C'est ça. Donc, alors ça c'est un exemple de partenariat concret entre le Rabat et Bruxelles. Oui, on est parti, enfin c'est pas moi, mais la région est partie du constat que finalement en matière sportive et en matière d'athlétisme en particulier, le continent africain est celui qui, je dirais, produit sans doute le plus grand nombre de champions et paradoxalement, on n'organise pas de meeting international pour que le public puisse y assister. Et donc, partant de ce constat, on s'est dit, on va faire profiter de l'expertise du Van Damme, nos amis de Rabat, et donc organiser avec eux, bien évidemment, sans l'aide, sans la contribution des Marocains, il ne se passerait rien. On est uniquement là pour faire, je dirais, l'accompagnement, l'expertise, la connaissance aussi, parce que c'est un milieu, il faut connaître, le plateau il ne se monte pas comme ça, et donc faire en sorte qu'on puisse proposer un meeting de niveau international de qualité, avec aussi, c'est l'occasion aussi pour les athlètes marocains de briller dans des compétitions comme ils l'ont fait au niveau du 1500 mètres. Alors, au-delà du sport, vous avez eu l'occasion peut-être de signer d'autres partenariats sur d'autres sujets? Oui, comme je le disais, les partenariats sont multiples et donc on a là maintenant aussi un partenariat qui existe en matière d'accueil des enfants handicapés avec l'ASBL le 8e jour que tout le monde connaît à Bruxelles, hein, puisque c'est une ASBL qui accueille et qui donne une autonomie plus grande aux enfants handicapés, de manière telle qu'ils soient socialement inclus, ce qui est un problème que nous connaissons tous. Et donc là, nous avons lancé de nouveaux partenariats. Mais je dis, les partenaires sont multiples. Et ils touchent, comme je vous l'ai signalé, en matière de santé, par exemple, notamment au niveau de la prévention du cancer du sein. Donc c'est vraiment un large panel d'actions que nous menons ensemble. Et vous avez rencontré le président de la région Rabat Salé Zemour Zéhir, M. Barkia. Oui. Alors, quelle en était peut-être la teneur de vos échanges avec votre homologue? Mais je dirais d'abord le plaisir de rencontrer
je veux dire, un érudit, quelqu'un qui a une grande expérience politique, quelqu'un qui manifestement fait le consensus autour de lui, tout parti confondu. Il nous a un peu expliqué les circonstances de son retour à la présidence de la région. Je me suis dit, tiens, si je pouvais bénéficier du même soutien de toutes les formations politiques, je signerais à demain. Bon, c'est pour la plaisanterie, mais enfin, n'empêche, ça prouve quand même l'autorité morale dont il dispose et qui fait que, je pense, ce que lui, et ça, je rejoins totalement son analyse, c'est l'idée que le niveau régional est l'avenir dans nos pays. C'est-à-dire qu'on le voit bien aujourd'hui, et certainement en Europe, mais au Maroc aussi, au travers de la décentralisation, on doit donner aux régions, parce qu'elles ne vivent pas toutes les mêmes situations, les mêmes contextes, on doit leur donner un degré d'autonomie tel qu'elles puissent rencontrer au mieux les besoins des populations. Et ça, c'est ce que nous avons échangé. Monsieur Verroux, c'est un peu le débat actuel au Maroc. C'est autour de cette régionalisation avancée que le Maroc veut proposer à toutes ces régions, j'allais dire, du nord au sud du Maroc. Bien sûr, et j'ai envie de dire, voilà, la Belgique, en cette matière-là, sans doute aussi une grande expérience institutionnelle dont on peut faire bénéficier d'autres pays s'ils le choisissent. Et à cet égard, bien évidemment, qu'on a pu échanger des considérations plus politiques. Alors, on a l'impression qu'au Maroc, le vrai partenaire, c'est la France. Et quand vous, Belges, Bruxellois, vous débarquez au Maroc, est-ce que vous avez l'impression d'être dans un terrain ami, conquis, ou bien dans un terrain étranger, qui est loin de vos aspirations? Absolument pas. Conquis, certainement pas. Ami, sûrement. Je pense que ça doit être la 10e fois que je vais au Maroc. Donc, je l'ai fait à la fois à titre privé et en d'autres circonstances, à l'invitation d'autorités marocaines ou autres. Et donc, comme je le dis, le Maroc, je le connais du nord jusqu'au sud. Et donc, à chaque fois, j'ai pu mesurer la qualité de l'accueil, le développement de ce pays qui est assez extraordinaire sur le plan économique. Bien sûr qu'il reste du travail à accomplir, mais ça, ici en Belgique aussi. Et ce qui importe, c'est qu'on puisse partager nos expériences, travailler ensemble. Quelles sont les matières dans lesquelles peut-être la région de Bruxelles-Capitale peut apporter son expérience, son soutien, son savoir-faire, sa coopération pour le développement du Maroc? Vous avez vu le tram de Rabat? Oui, magnifique. C'est un nouveau tram, avec l'expertise bruxelloise de la STIB. Je ne sais pas s'il y a moyen de développer quelque chose. C'est un réseau assez extraordinaire, puisqu'il fait le tour de Rabat. Le tram est impressionnant. Le site propre, on pourrait s'en inspirer. Maintenant, la situation de Rabat n'est pas la même que Bruxelles, mais je dis, c'est assez impressionnant. Mais il y a plein d'autres domaines. Je pense que au niveau culturel, j'assistais récemment à une soirée culturelle organisée au Cirque Royal par un collectif de jeunes qui faisait un espèce de stand-up. Notamment avec Oussama qui officie sur cette chaîne Maghreb TV. Et ben voilà. Et donc, où là, je me suis dit, voilà, Bruxelles, c'est tout le monde. Et ce qu'ils expriment, c'est une culture bruxelloise. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais il y a plein de références à Bruxelles. Et donc, ça participe aussi à l'émergence de ce sentiment d'appartenance à notre région. Et donc, le modèle que moi je défends, c'est vraiment ce modèle inclusif où tout le monde participe. Je dis toujours, Bruxelles, on s'en sortira tous ensemble ou personne. Alors justement, vous venez de faire la transition. Vous êtes nouvellement ministre-président du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale depuis quelques mois. Bruxelles multiculturelle, Bruxelles un brassage culturel. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle identité de la région de Bruxelles-Capitale? Encore une forte présence de la communauté marocaine ici. Bien sûr, mais je pense que le Bruxelles multiculturel, je pense que c'est réducteur de dire multiculturel. Je pense que le concept, il faut tout doucement qu'on le dépasse. Je pense que multi implique aussi une espèce de coexistence comme ça les uns à côté des autres. Et je pense qu'au niveau culturel en tout cas, on n'en est plus là, on en est au mixage. Et le courant, les expériences, le ressenti, tout ça traverse les différentes cultures. Et donc, or, la culture est sans doute toujours le meilleur baromètre d'une vie sociale. Alors, comment voyez-vous Bruxelles dans quelques années? Je vois Bruxelles comme une ville-région en plein développement, qui produit de la richesse, qui continue à en produire, mais qui en produit un peu plus pour ses habitants. Alors, une région riche, pauvre,
Bruxelles est incontestablement une région riche qui compte un nombre important de populations qui vit dans des difficultés financières. Et alors, comment aidez-vous cette population à sortir de cette précarité? Parce que c'est la région qui connaît le plus fort taux de chômage parmi les jeunes. Oui. Alors, moi je dis toujours, ça c'est les chiffres. Mais on les compare à quoi? Aux deux autres régions. La Flandre et la Wallonie. Voilà, mais Bruxelles, c'est une région, mais c'est aussi une ville. Et donc, si on compare les taux de chômage aux grandes villes, même si Bruxelles est plus élevé, on est dans des chiffres qui se comparent déjà un peu plus. Même au nord du pays, que ce soit Anvers, et alors au sud, Liège, Charleroi. Donc, il ne faut pas, je pense, stigmatiser à outrance. Maintenant, il y a un problème, il faut en tenir compte. Alors, c'est quoi? C'est de travailler sur deux axes, me semble-t-il. C'est d'abord au niveau de l'école. Je pense que à Bruxelles, le véritable problème, c'est l'apprentissage des langues, c'est la connaissance de la deuxième langue ou d'une troisième langue. C'est un vrai problème pour accéder à l'emploi. Et c'est une formation qui soit orientée vers les demandeurs d'emploi de manière telle qu'ils soient en adéquation avec les employeurs, qu'on puisse se dire, tiens, un employeur, vous savez, si à Bruxelles, il va trouver une main-d'œuvre qu'il a besoin, il ne va pas aller chercher ailleurs. Mais pourquoi on ne forme pas assez et de manière convenable ces jeunes? Parce que je pense qu'aujourd'hui, d'abord, il y a un contexte économique qui est difficile, mais je pense que nous n'avons pas et nous ne disposons pas non plus de tous les leviers, tous les outils permettant de rencontrer ces difficultés. Et donc, par exemple, demain, avec la régionalisation de la formation professionnelle plus forte, on va pouvoir travailler Actiris, Bruxelles Formation, le VDAB, donc les Flamands, ensemble, dans un même objectif, et pas chacun séparément. C'est un parcours d'emploi, et singulièrement en priorité pour les jeunes. Parce que ce qu'on doit aujourd'hui régler et prendre à bras-le-corps, c'est le chômage des jeunes. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on se retrouve à 18 ou 20 ans sans perspective d'emploi. Et or ça, c'est quoi? C'est mettre en œuvre des politiques de formation, les chèques langues, les stages, les formations, de manière telle, et qu'elles soient efficaces, qu'en bout de course, ça débouche sur un emploi. Alors tout à l'heure, vous avez parlé, Monsieur le Ministre-Président, de ce mixage qui doit se faire entre ces différentes populations qui composent votre région, Bruxelles-Capitale. Une forte présence d'une communauté musulmane. Or, aujourd'hui, l'islam, on va dire, est en débat. Alors, comment évaluez-vous la présence de cette religion dans votre région? Écoutez, très sincèrement, moi je fais partie de ceux qui considèrent que la liberté de penser, elle est absolue dès l'instant où elle ne contrevient pas aux lois. Je veux dire, mais les religions en tant que telles, en tout cas certainement celles qui sont reconnues, et l'islam en fait partie, ne posent aucun problème. Mais est-ce que vous pensez que cette religion qui est reconnue, l'islam en l'occurrence, a sa vraie place dans cette société, ou bien a une vraie place égale par rapport aux autres religions? Elle doit avoir une place égale aux autres religions. Pour moi, ce n'est pas encore le cas? Il y a encore quelques petites choses à régler. Mais en tout cas, j'ai récemment signé des arrêtés reconnaissant 4 nouvelles mosquées, au même titre que les fabriques d'églises. Donc moi, je considère qu'à partir du moment où on a un système qui permet de prendre en charge des déficits de fonctionnement d'institutions religieuses, oui, mais donc ça, pour moi, c'est... En quoi consiste cette reconnaissance? Quelle implication pour les fidèles, concrètement? Ça veut dire que si, en termes de fonctionnement, la mosquée, la communauté connaît un déficit lié à des investissements qu'elle doit faire, qui sont légitimes et reconnus, des rénovations, des améliorations en matière de sécurité, eh bien ce déficit, il est pris en charge comme pour les autres cultes, comme le culte catholique en l'occurrence, il est pris en charge, ici c'est par la région. Donc nous versons effectivement des montants qui aujourd'hui ne sont pas encore importants puisqu'il y a 14 mosquées qui sont reconnues. Sur combien de mosquées à Bruxelles? Sur une cinquantaine. Enfin, en tout cas, qui ont fait des démarches. Il y en a sans doute. On n'a pas un cadastre précis puisque l'organisation du culte musulman fait que on peut aussi ouvrir une mosquée, je dirais, sans qu'elle soit. Donc il y a un effort de la région pour essayer peut-être d'améliorer la situation et nous pouvons aussi prendre de la pratique de la religion islamique. Et nous pouvons aussi prendre en charge, si nécessaire, le loyer de l'imam, comme ça se fait pour le curé au niveau catholique. Moi, vous savez, je suis un défenseur de l'égalité à ce niveau-là. Mais pourquoi toutes les mosquées ne font pas des démarches de reconnaissance, à votre avis? En tout cas, moi j'ai récemment réuni un certain nombre de dirigeants de mosquées en leur donnant ce message, en leur disant, écoutez, n'hésitez pas, vous n'avez rien, parfois des craintes, la méconnaissance. Le fait aussi que, bien évidemment, ça implique une gestion plus rigoureuse, parce que quand
on peut arriver à avoir un remboursement des frais, il faut évidemment une transparence dans la gestion. Ça, on va pas dire sur la base de la bonne parole, on va vous donner de l'argent. Donc ça, c'est sûr, mais ça, ce sont des éléments qui s'imposent à tout le monde. Vous êtes en train de dire que la communauté musulmane doit aussi faire un effort de son côté. Mais je pense que, le message que j'ai délivré, c'est ayons un dialogue constant. Vous avez des questions à poser, vous avez une crainte, contactez les services. On n'est pas là pour vous ennuyer, on est là pour vous aider. Et faire en sorte que vous vous trouviez sur un pied d'égalité avec les autres, ni plus ni moins. Mais quand on entend parler dans les médias qu'il y a un regain d'extrémisme, qu'il y a des jeunes qui partent se battre en Syrie, est-ce que ce n'est pas un climat qui peut, c'est pas polluer cette volonté de la région d'aller en avant? Non, en tout cas, c'est pas ça qui va me faire changer d'avis sur la question du culte. Maintenant, qu'il y ait des dérives, il y en a partout. Vous savez, en France, récemment, j'ai vu des catholiques extrêmement réactionnaires manifester avec une violence inouïe. Donc, à l'occasion du mariage pour tous. Donc, alors qu'en Belgique, ça s'est passé sans problème. Chacun respecte, je dirais, la liberté de penser de l'autre. C'est ça notre modèle. Et donc en Belgique, je pense qu'on est aujourd'hui un exemple dont beaucoup de pays pourraient s'inspirer. Alors beaucoup de personnes d'origine étrangère, il n'y a pas que des musulmans bien sûr, il y a beaucoup de personnes d'origine asiatique, africaine, etc. qui composent aussi cette diversité culturelle bruxelloise. Des gens parlent aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts pour combattre cette discrimination à l'embauche et le racisme de manière générale. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Est-ce que ça existe déjà, la discrimination à l'embauche? Elle existe, on le sait. Alors, qu'est-ce que vous faites pour la combattre? Précisément, je pense que dans le cadre du sommet social que j'ai organisé avec les partenaires sociaux, donc les syndicats et le patronat, j'ai fait un appel, bon, ça peut sembler anecdotique, mais je pense que c'est très important, à une forme de patriotisme bruxellois. C'est dire quoi? C'est dire jouons le jeu avec ceux qui sont ici et ceux qui vivent ici. C'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt aussi des employeurs. On a besoin de donner des perspectives aux jeunes qui vivent ici. Ça ne veut pas dire qu'on doit se fermer aux autres, à la Flandre ou à la Wallonie. On n'est pas une ville assiégée. Mais on doit, en tout cas, avoir le premier réflexe, c'est de se dire, tiens, est-ce que j'ai pas quelqu'un que je peux employer ici et maintenant? Ça, je crois que si on fait ça, c'est valable pour les administrations publiques aussi, ce ministère et autres. Et là, on va travailler, puisque là, on a quand même un peu plus de la maîtrise, en faisant signer par l'ensemble des ministères et organismes d'intérêt public une charte qui fera en sorte que c'est d'abord Actiris qui sera le partenaire qui proposera de l'emploi. Est-ce que ce genre de charte, par exemple, est de nature à combattre ce fléau? Je me rappelle que certains ministres qui composaient votre gouvernement avaient développé des chartes de la diversité. On voit que sur le terrain, ça n'a pas été d'une grande aide. Oui, mais si je parle, le racisme et les discriminations. Mais si la charte à laquelle je fais allusion, c'est avec les organismes publics. Là, il y aurait une évaluation permanente. On a les outils pour s'assurer que ce qu'on veut soit réalisé. Alors, ça ne va pas vous faire plaisir, mais je vais quand même vous le dire. Certains médias internationaux ont constaté que Bruxelles est une région sale, est une ville sale. Vous avez réagi violemment contre ces violemment journalistes? Non, mais je trouve que... Vous ne partagez pas leur constat? Alors, non, attendez. Qu'il y ait des problèmes à Bruxelles en matière de propreté, en matière de mobilité, en matière d'urbanisme, en matière d'environnement, tout ça on le sait. Et donc moi, venant de la part de quelqu'un qui vit à Bruxelles, parce que le journaliste est quelqu'un en question qui vit à Bruxelles, j'accepte la critique. Mais il doit faire la critique pour nous. Ça veut dire quoi? Qu'il écrive un article dans un journal belge, une carte blanche, un blog, enfin tout ce qu'on veut. Ici, c'est un article écrit dans un journal qui s'appelle Libération, qui est lu en France. Bien sûr qu'on lit les journaux qui paraissent en France, c'est pour ça qu'on l'a vu. Mais ça fait mauvaise publicité pour Bruxelles? Oui, parce que l'image était excessive. Je veux dire que il dit pas il y a des problèmes à Bruxelles qu'il faut résoudre, il dit à Bruxelles il n'y a rien qui va. Alors ça c'est pas vrai. Et l'image qu'il donne aux Français, je suis lecteur français de Libération, je lis ça, qu'est-ce que je dis? Jamais je mettrai les pieds à Bruxelles. Or franchement, Bruxelles est une ville accueillante, c'est une ville où il fait bon vivre, on peut vraiment passer de bons moments. Et donc ça, je ne peux pas l'accepter. Alors, vous êtes également bourgmestre de la commune des Verts, une commune qui compose les 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale. Vous continuez à assumer les deux fonctions? Ah non, la loi est très claire à ce niveau-là. Je suis bourgmestre en titre, mais empêché. Donc je ne signe plus aucun acte, je ne pose plus aucun acte officiel comme bourgmestre. Alors, vous comptez peut-être développer d'autres projets sur les Verts à partir de votre nouveau poste
ministre-président? C'est pas ma priorité. Pas une question piège, non, je sais pas. Il y a des projets qui sont en cours. Non, vous inquiétez pas. Non, c'est pas ma priorité absolue. Donc, je ne demande pas à chaque projet qui se développe de dire, tiens, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour Evere. Maintenant, Evere fait partie, bien évidemment, comme vous l'avez rappelé, des 19 communes. Il est logique qu'Evere bénéficie des politiques qui sont menées. Mais moi, j'ai le principe de la transparence et de l'égalité. Comme on dit à Bruxelles, juste, c'est juste. Et donc, ni plus ni moins. Et maintenant, il y a des projets communs qui n'intéressent pas Evere, je le sais, parce qu'on ne connaît pas les mêmes problèmes que toutes les autres communes, et inversement. Donc, non, j'ai pas une obsession de dire, là maintenant, il faut y aller pour Evere. Non, je pense que ça, c'est une vision un peu dépassée. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est que la région travaille dans l'intérêt général. On en a les moyens et les outils. Et les communes, c'est un partenaire de la politique régionale, un partenaire incontournable, et il faut travailler en pleine confiance. Alors la région de Bruxelles-Capitale, c'est la spécificité de notre pays. C'est une région qui est, dont le gouvernement est composé de francophones et de néerlandophones. Un constat politique, le Vlaams-Blok, l'extrême droite, le Vlaams-Belang, l'extrême droite régresse, la NVA progresse. C'est une bonne chose? Que la NVA... Non, que le Vlaams-Belang régresse, c'est absolument une bonne chose. Je pense qu'ils ont surfé sur une vague raciste et xénophobe en finalement voulant séduire un électorat francophone sur des thèmes comme ceux-là, électorat fragilisé. La NVA, c'est autre chose. La NVA, c'est un parti qui a évidemment des thèses communes avec le Vlaams-Belang, mais qui n'est pas un parti d'extrême droite, mais qui est un parti séparatiste qui veut la fin du pays. Et donc un parti nationaliste flamand. Or ça, à Bruxelles, ça va tout à fait à l'encontre de ce que moi je défends comme modèle bruxellois, où tout le monde a sa place, et les Flamands y compris. Et donc, j'ai envie de dire, et d'ailleurs les Flamands demandent, ce serait paradoxal, quand on fait un sondage auprès de l'électorat flamand, il dit plus d'autonomie pour Bruxelles, donc plus de pouvoir aux Bruxellois. Ça va à l'encontre de ce que veut la NVA. La NVA, c'est la fin du pays et la mise sous tutelle de Bruxelles. Donc je dis à l'électorat néerlandophone, je ne demande pas qu'il vote pour un parti francophone, votez pour les autres partis qui défendent le modèle bruxellois. À partir de ce moment-là, il y a le choix quand même. Je vais vous donner 3 noms de 3 personnalités francophones bruxelloises. Je vais vous demander de les commenter en une phrase ou en un mot, c'est comme vous voulez. Joëlle Milquet, la vice-première ministre, ministre de l'Intérieur, CDH. Présente sur tous les fronts, avec toujours un risque de dispersion quand on est sur tous les fronts. Evelyne Uytebroek, ministre écolo dans votre gouvernement. Quelqu'un de loyal, prêt à trouver les compromis, donc il n'est pas fermé à la discussion et au débat. Didier Reynders, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, MR, qui veut prendre votre place dans une année? Non, il veut d'abord prendre la place de Vincent De Wolf, qui veut prendre la mienne. C'est un peu plus complexe que ça. En une phrase, jeune bruxellois. Est-ce que vous comptez rempiler à ce poste dans une année? Écoutez, si les électeurs me donnent la possibilité, avec grand plaisir et enthousiasme. Rudy Vervoort, ministre-président du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. À moi, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs.